Je suis Flavio l'Estival et aujourd'hui je vous retrouve pour un contenu un peu différent de ce que j'ai l'habitude de proposer sur cette chaîne. Donc je vous retrouve pour la présentation du mode A Game of Thrones de Crusader Kings 3, qui est, au-delà d'être simplement un mode sur un jeu, représente un peu le plus proche de ce qu'on a d'un vrai simulateur en fait de l'univers Song of Ice and Fire, où vous pouvez vous y intégrer, où vous pouvez changer l'histoire en fait à votre manière, sans avoir à vous lancer par exemple dans un long travail d'écriture ou de roleplay style jeu de table, fanfiction, etc. Donc vous allez voir de quoi je parle. Donc je tiens à préciser que cette vidéo, il y a déjà des vidéos de présentation du mode brut, et moi en fait je vais essayer d'aborder une vision un peu externe au mode, c'est-à-dire que je sais que par exemple je n'ai pas construit ma chaîne sur une optique un peu gaming, donc des vidéos en fait qui présentent le mode du point de vue du jeu vidéo, il y en a quelques-unes et je vous conseille d'aller les voir d'ailleurs si vous connaissez du moins le jeu. Mais le but que je vais avoir vraiment aujourd'hui, c'est justement d'essayer d'introduire ce mode qui, je pense, qui pourrait intéresser beaucoup de personnes qui sont fans des livres, qui sont fans du lore, qui ne rêvent que d'une chose, c'est de pouvoir justement s'intégrer de manière réaliste et intéressante et aussi divertissante dans le monde du Trône de Fer. Et donc il faut savoir que ce mode c'est vraiment plus une sorte de simulateur Game of Thrones dans ce sens. Donc beaucoup d'entre vous ont déjà pu voir certaines parties du mode justement dans mes vidéos que j'utilise un peu pour décorer et pour donner un peu du peps à ce qui se passe en fond, ce qui est dit. Et donc déjà on va noter une grande attention du détail en fait dans ce mode qui se veut beaucoup plus proche du lore originel des livres plutôt que celui de la série. Donc on peut voir par exemple ici le château d'Arenhall, tout ça c'est des choses que si vous avez déjà vu mes vidéos vous êtes relativement familier avec. Donc là vous voyez on a la version des livres de Castral Rock avec Port-Lanis juste à côté. Si on va aux îles de Fer on a Pike. Qui est un peu un mélange de ce qu'il est censé être dans les livres et dans la série. Si on va dans le nord, évidemment, on a, par exemple, là, on a le Maud Kellyn des livres, je sais pas où il est, voilà. Ici, on a Maud Kellyn, les ruines de Maud Kellyn. Si on va dans le nord, évidemment, on va pouvoir voir Winterfell. Si on va plus au nord, on a évidemment le mur avec Château Noir, la Tour Ombreuse. Eastwatch by the Sea, je sais plus comment on dit, Fort-le-Vent, voilà, Fort-le-Vent en français. Et ça va loin, vous pouvez même aller chez les Ten qui ont leur propre culture et qui, vous voyez, ont leur espèce de petit royaume un peu typé celte avec des dolmens. Qui est beaucoup plus, encore une fois, qui s'inspire du lore des livres plutôt que celui de la série où ce sont juste des cannibaux. Donc là on peut voir que rien qu'au niveau de la map, il y a un souci du détail qui est extrêmement poussé, c'est-à-dire que toutes ces petites parties, toutes ces petites provinces que vous voyez là, en général elles sont gérées par une maison différente. Et on peut voir donc qu'il y a toutes sortes de dynasties. Il y a évidemment par exemple là ici on a les Tarly, au jardin on a les Tyrell. Et ce qui est aussi intéressant c'est qu'il y a actuellement plus de maisons que dans les artworks classiques qui dépeignent Westeros par exemple dans The World of Ice and Fire, parce que justement il faut un peu combler les endroits où le lore n'explique pas trop. Et on a par exemple beaucoup de maisons qui ne sont pas forcément canons, qui sont canons uniquement au mode. Pas les Roseby, hein, là, c'était pas forcément celle-là que je cherchais à montrer. Mais vous pouvez voir que en termes de royaume, par exemple, on a les terres de la couronne, on a le bif, Dorne, machin et tout. C'est vraiment extrêmement poussé. On a même une partie des sauces avec des cités libres, comme vous voyez, là il y a Tiroche. Il y a même les degrés de pierre. Vous pouvez jouer des pirates, vous pouvez essayer de former la triarchie. C'est quelque chose d'extrêmement complet. Par exemple, vous voyez, on a l'île de Lys, qui est un peu moins animée, mais parce que le mode est encore en développement. Donc vous voyez, ici il n'y a pas de ville, comparé par exemple à Tiroche où il y en a une directement. Par exemple, c'est pareil, Pentos est représenté. Mais par contre, c'est pas le cas de certains endroits. Par exemple, on n'a pas encore Bravos. Mais du coup, vous allez me dire quel est réellement l'intérêt de ce mode, qu'est-ce qu'on peut faire sur ce mode. Et la question elle est toute simple, c'est-à-dire que vous pouvez jouer des personnages de l'univers A Song of Ice and Fire, autant les jouer personnellement que créer le vôtre. Et je vais vous montrer comment ça se passe. Donc là déjà, faut savoir qu'il y a plusieurs dates à laquelle vous pouvez jouer.
Là, c'est la plus tardive, c'est-à-dire que c'est la date de la rébellion de Robert. Une fois qu'il a gagné, il est déjà roi. Donc vous voyez, là, on a un jeune roi Robert, qui est encore beau et fringant, qui est marié aussi à une très jeune reine Cersei qui le déteste apparemment. Et vous voyez, vous pouvez voir que, en l'occurrence, les personnages ont des traits, et ça définit un peu leur personnalité. Donc Robert, il est sociable, ça veut dire qu'il est un peu alcoolique sur les bords. Il est colérique, ça on peut complètement comprendre. Lubrique, avec le nombre de bâtards qu'il a, c'est normal. Gourmand, il devient obèse. Vous voyez en fait un peu de quoi il est... il en ressort. Donc là, vous voyez débauché parce que, bah, en gros, il fréquente les bordels, c'est ça que ça veut dire. Ivrogne, bon, bah, ça parle de lui-même. Et vous pouvez donc jouer toutes sortes de personnages parce que si on va ici, on voit que par exemple, dans les terres de l'Ouest, il y a Tywin. Donc vous pouvez jouer Tywin. Si vous voulez, vous pouvez aller jouer dans le bif, jouer Mace Tyrell. Vous pouvez jouer un jeune Renly, un vieux Stannis. Faut savoir que il y a différentes dates que je vais vous montrer tout de suite. Donc vous voyez, en fait, là on était sur cette start date précisément, celle avec le roi Robert, après la rébellion. Et en fait, voilà, ici ça vous propose des personnages à choisir en particulier. Il faut savoir que là, en l'occurrence, vous pouvez choisir, c'est en général la plus intéressante de choisir la start date pendant la rébellion de Robert. Donc vous pouvez jouer Rhaegar, vous pouvez jouer Aerys, vous pouvez jouer... En fait, vous voyez là, ça vous montre que les seigneurs principaux. On va lancer la save là-dessus. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que vous pouvez jouer n'importe qui. C'est-à-dire que c'est pas obligé que ce soit des personnages principaux à l'histoire. Vous pouvez jouer n'importe qui, entre guillemets, est un seigneur à cette période-là. Et un peu créer leur histoire à partir de là. C'est-à-dire que c'est extrêmement complet, dans le sens où quand vous prenez un personnage qui existe, comme là en l'occurrence, bah, si je joue le roi Aerys II, qui n'est pas du tout un bon dirigeant, parce qu'en plus d'être fou, il a des stats qui sont complètement... Enfin, suffit de voir le type, hein. c'est pas, on va dire, la personne... de confiance à qui vous confierez le royaume. Mais bon, vous pouvez par exemple jouer le prince Rhaegar et essayer non seulement de gagner la rébellion pour votre père, mais après le défaire. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous pouvez donc jouer, soit essayer de refaire les événements de la série, mais ce qui est le plus intéressant, c'est essayer de prendre des routes alternatives. C'est-à-dire que rien qu'au niveau de cette start date, si vous partez sur la rébellion de Robert, là, vous avez Rhaegar. Il y a énormément de choses que vous pouvez faire. Vous pouvez jouer Robert et essayer de gagner la guerre. Vous pouvez jouer Ned et essayer de, je ne sais pas, peut-être mettre Ned Stark sur le trône. C'est possible, hein. Faut savoir qu'il y a des événements particuliers qui peuvent se produire. Et que, dans tous les cas, en fait, les parties ne se passent pas exactement comme dans la série. C'est-à-dire que là, vous voyez, là, il y a la guerre de... Comment ça s'appelle ? Il y a la rébellion de Robert. C'est Aerys qui peut la gagner, des fois ça peut être Robert, mais quand Robert la gagne, il peut se passer d'autant plus de choses. Je vais pas spoiler, mais je vais simplement dire que il y a des fois où le roi, la personne qui finit sur le trône, ce n'est pas obligé d'être Robert, et il y a énormément de choses qui peuvent se passer, c'est-à-dire que peut-être que le roi fou peut décider qu'au final, bah, il fait sauter Port-Réal, et peut-être que parce que Jaime décide de ne pas le tuer et actuellement suivre son plan, Port-Réal peut être détruite. Donc en fait le tout, voilà, c'est vraiment le nerf de la guerre, on va dire, avec ce mode. Et c'est pour ça que personnellement j'ai des centaines d'heures de jeu dessus. C'est que vous pouvez prendre l'histoire Song of Ice and Fire et la faire aller dans tous les sens que vous voulez en fait. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant. Par exemple, regardez, il y a les Velaryons à l'époque de Song of Ice and Fire. Les fans de la série le savent probablement pas, mais vous pouvez par exemple mettre un Velaryon sur le trône. Si vous jouez les Velaryons et que vous arrivez d'une manière ou d'une autre à faire une revendication et à prendre le trône, ou juste peut-être vous marier dans la famille royale, vous pouvez mettre un Velaryon sur le trône. Vous pouvez d'ailleurs être n'importe qui, comme je vous l'ai dit, vous pouvez prendre une toute petite seigneurie, on va aller dans les... hop, on va mettre comté. Vous pouvez prendre... Le Seigneur Wild, bon lui, c'est une grande seigneurie. Mais par exemple, vous pouvez prendre le Seigneur Dagos Forest. Et vous pouvez conquérir toute une partie de Dorne. Vous pouvez devenir
comment ça s'appelle, prince de Dorne, vous pouvez renverser les martels par exemple, et essayer de devenir indépendant du trône de fer, et devenir un roi dornien par exemple. Donc il y a énormément de choses que vous pouvez faire en fait, c'est vraiment seule la limite, c'est vraiment la seule limite, c'est l'imaginaire. Et par exemple, c'est pareil, il y a toutes sortes de roleplay que vous pouvez adopter. Si vous allez au nord du mur, bah évidemment, vous allez essayer de faire chuter la garde de nuit. Vous pouvez jouer comme étant la garde de nuit. Vous pouvez jouer comme le seigneur du nord. Vous pouvez jouer les frais, si vous voulez. Je ne suis pas sûr que ce soit très populaire. Mais il y a aussi une autre facette à ce mode que je vais aussi vous faire découvrir. C'est-à-dire qu'en plus de pouvoir faire votre histoire alternative, vous pouvez aussi y créer votre propre personnage. C'est-à-dire que là par exemple, on est sur l'écran de la date en fait qui commence, c'est la guerre des rois à 9 sous en fait. C'est la fin du règne d'Aegon V, quand, enfin, ça commence avant parce que cette guerre elle est sous le règne de Jaehaerys II, son fils. Mais vous pouvez quand même jouer Mélys premier feu noir, en fait Mélys le monstrueux, avant qu'il commence l'attaque. Et c'est aussi à cette période que la maison Reine est éteinte quand, justement, vous voyez là c'est le père de Tywin Lannister qui contrôle les terres de l'Ouest. Mais quand la rébellion éclate, justement menée par Roger Reign, eh bien Tywin peut les écraser, ou alors c'est les Reigns qui peuvent gagner et devenir maître en fait des terres de l'Ouest à la place des Lannister. Donc vous voyez, il y a énormément de choses que vous pouvez faire, mais bon, je vais vous montrer, pour moi ce qui est la chose la plus importante, c'est que vous pouvez créer évidemment votre propre dynastie. Alors vous allez me dire, mais en quoi créer sa propre dynastie, c'est mieux que juste jouer un personnage. Par exemple, vous pouvez jouer Littlefinger, vous pouvez jouer les Feux Noirs. Dans certaines situations, vous pouvez même avec les sans sous-mode et avec la start date de base, vous pouvez même jouer Jon Snow par exemple. Dans la prochaine mise à jour, il va y avoir la date de la danse des dragons. Donc vous allez même pouvoir jouer Daemon ou Rhaenyra, où vous allez pouvoir justement partir, essayer de faire votre histoire alternative en mode, je sais pas, vous prenez les verts ou vous prenez les noirs et vous essayez de faire gagner la guerre à Rhaenyra sans que personne ne meure dans son camp, ou la même chose avec Aegon 2, ou alors vous pouvez essayer de faire en sorte que ce soit Aemon qui devient roi, tout ce genre de choses. Donc c'est une Stardate qui arrivera bientôt. Et là vous voyez, vous pouvez prendre, une fois que vous êtes sur cet écran en fait, vous pouvez prendre n'importe quelle seigneurie. Là on va aller dans les degrés de pierre, on va se faire un délire. Et vous appuyez sur créer votre dirigeant et en fait vous allez être amené vers un customisateur qui est extrêmement poussé. Donc là ce que vous pouvez faire, c'est que par exemple vous pouvez créer un personnage qui est complètement original, ou alors vous pouvez intégrer votre propre personnage dans le lore. Par exemple, imaginez vous êtes dans la fanfiction, vous avez toujours eu vraiment l'idée de vous intégrer dans l'univers. Donc soit vous pouvez partir sur une optique où vous mettez votre... Vous faites ce que vous voulez en fait. Soit vous partez sur une optique où vous pouvez mettre votre propre personnage, soit vous pouvez partir carrément dans l'optique de faire une sorte de roleplay qui est lié, par exemple, à la personnalité que vous vous êtes créé un peu autour du trône de fer. C'est-à-dire par exemple, si on prend l'exemple d'une chaîne qui est amie de la nôtre, Jaegor Targaryen, que je vous conseille d'aller voir d'ailleurs, et qui peut-être pourrait être intéressé par ce mode, je ne sais pas, mais je ne pense pas qu'il le connaît. Par exemple, il pourrait se créer son personnage, où on fait un peu de customisation, hop, on fait Jaegor. D'ailleurs, vous pouvez choisir, vous pouvez soit créer votre dynastie, soit en rejoindre une, c'est-à-dire que si on en rejoint une, vous voyez ici, vous pouvez customiser votre apparence, etc., etc., donc il y a des options beaucoup plus poussées, mais bon, après je peux pas tout montrer. Et là vous voyez, vous pouvez customiser votre dynastie, donc soit pour en créer une nouvelle, ou vous pouvez aussi partir sur un peu un juste milieu, c'est-à-dire que vous pouvez créer une dynastie, je sais pas, justement, qui renvoie, là par exemple, j'ai fait un truc au hasard, mais ça renverrait au vert. Du coup, par exemple, vous pouvez dire que dans votre roleplay, vous êtes en fait un descendant d'une manière ou d'une autre de Aegon 2, un bâtard ou quelque chose comme ça, et par exemple vous pouvez créer votre dynastie, vous pouvez l'appeler dynastie Feu du Soleil, prendre sa bannière, prendre une devise par exemple, on va dire d'or et de feu, pour renvoyer un peu à l'idée du dragon d'Aegon. Et là voilà, vous avez déjà créé un personnage que vous pouvez ensuite prendre dans l'univers. Alors attendez, oui, il y a aussi une chose très importante, tout ça c'est customisable, hein. C'est pour lui donner une éducation, une personnalité.
Donc là par exemple, vous voyez, on peut le rendre appliqué, ça veut dire que en général il fait bien le travail. Tempéré, ça veut dire que bah, c'est un homme qui ne va pas dans les excès et qui est mesuré dans la manière dont il agit en politique. On peut dire humble et par exemple honorable. Donc là vous avez une personnalité qui fait qu'en général votre let's play il va en général s'axer sur ces certains arcs. Donc là par exemple on peut en faire un combattant né. Et il y a un trait aussi extrêmement important, maison personnalisée, qui en fait, en plus de pouvoir créer votre dynastie, de pouvoir créer votre personnage, va justement vous faire obtenir 2 options supplémentaires. Donc soit vous pouvez jouer une maison éteinte, ce qui est extrêmement intéressant parce que selon où vous choisissez, il y a des maisons qui ont beaucoup de potentiel, soit une maison existante. Donc si vous choisissez maison existante, en fait, vous pouvez aller sur n'importe quel membre de la maison. Là par exemple, on a le roi Aegon V Targaryen, et ça va vous mettre une option où en fait vous pouvez rejoindre la maison. Donc là si j'ai envie de laisser tomber la dynastie que j'ai créée et que j'ai envie de revendiquer que je suis un... En fait j'ai juste envie de faire partie de la maison Targaryen, je peux le rejoindre comme ça. Et autre chose que je peux faire aussi, c'est qu'avec l'option de la maison éteinte, je peux choisir une maison. Donc là vous voyez ça me propose un peu toutes les parties qu'il y a actuellement sur la map. Et si on va par exemple dans le bif, vous voyez, je peux prendre la maison jardinier parce que c'est une maison éteinte qui est quand même assez importante dans le lore et je peux choisir de devenir un jardinier. Donc si je clique dessus, je sais pas si je vais le faire parce que je vais en montrer d'autres d'abord. Vous voyez, en fait, il y a toutes les maisons qui ont, selon les parties de la map, qui n'ont jamais été éteintes. Et vous pouvez partir sur un let's play où vous dites, bah, je prends une maison qui est éteinte et j'essaie de la faire revenir à sa gloire d'antan. Par exemple, si on va dans le Conflant... Dans le Conflant, on a la maison, on a toutes les maisons déjà qui se sont succédées à Arenol. Et par exemple, on peut prendre la maison Fort. Ah non, ils ont enlevé la maison Fort parce que je crois qu'ils ont des membres vivants qu'ils ont rajouté dans le mob, donc elle n'est pas éteinte. Mais par exemple, vous pouvez choisir la maison Chenu. Par exemple, et si vous cliquez sur Chenu, bah en fait ça vous donne, vous voyez dans votre arbre généalogique, un lien genre relativement proche avec les derniers membres de cette lignée. Et là par exemple je fais partie de la maison Chenu. Bon là où je me suis mis ça fait pas grand sens, je suis un pirate descendant des Chénus dans les degrés de pierre. Mais si par exemple j'aurais commencé à Arenol, j'aurais pu essayer de partir sur une campagne où j'essaye de reformer l'ancien royaume d'Arène-le-Noir. Donc vous voyez, il y a énormément de choses qui peuvent être possibles avec ce mode. Et bientôt ils vont rajouter la possibilité non seulement d'avoir un dragon, de les faire éclore, mais en plus, ils seront considérés comme des vrais personnages, c'est-à-dire que vous pourrez les passer d'un membre de votre dynastie à l'autre, parce que c'est aussi un grand point important du mode, si vous aimez tout ce qui est justement lié à ces dynasties, à la royauté, à l'histoire, c'est que en fait vous commencez en tant que personnage, vous jouez un personnage. Ça c'est si vous ne connaissez pas comment le jeu se passe en particulier, et votre personnage, vous voyez là je peux me marier à n'importe qui, par exemple une Manderly, tiens on peut se marier à une Manderly, et vous allez avoir des enfants, et dès que votre personnage va mourir de vieillesse, en fait vous jouez votre dynastie, c'est-à-dire que vous allez jouer votre héritier, puis après vous allez jouer son héritier, et en fait vous jouez plus une dynastie que vous jouez un personnage en particulier. Donc voilà, en fait tout ça pour dire qu'il y a énormément de choses que vous pouvez faire avec ce mode. Et si j'ai pas fait une vidéo aussi construite qu'elle aurait pu l'être sur le sujet en termes de script, c'est parce que je voulais vraiment donner un aspect très spontané à la chose, dans le but d'intéresser les gens qui justement ne sont pas forcément, parce que je sais que c'est le cas de beaucoup sur ma chaîne, qui ne sont pas forcément très jeux vidéo, qui si on leur vend justement le fait que ah c'est un jeu vidéo, c'est un mode sur un jeu vidéo, machin et tout, ça pourrait les dire ah c'est pas trop mon truc, alors que pour avoir déjà initié pas mal d'amis moi-même au mode, je sais que du moment que vous êtes intéressé au lore, même si vous n'avez jamais touché à un jeu vidéo de votre vie, vous pouvez être extrêmement intéressé par ce mode. Et je rappelle au cas où que bon, il faut quand même acheter le jeu, Crusader Kings 3, mais le mode en soi est gratuit, tout le monde peut y jouer, il n'y a aucune restriction, et c'est vraiment pour moi le meilleur simulateur en fait, où vous pouvez je sais pas exactement comment on dit, mais en gros vous pouvez vous intégrer dans l'univers du Trône de Fer, qui existe en fait à ce jour. Et quand justement je vois que beaucoup sont sur des pages Facebook, où ils jouent à des jeux dans des posts en fait, pour essayer justement
de donner cette impression qu'ils peuvent s'intégrer dans cet univers. C'est pour ça que je comptais partager ça avec vous en fait. C'est parce que je pense que si vous êtes un fan du lore, sans être forcément un fan de jeux vidéo ou des jeux paradoxes en particulier, parce que ça reste de la grande stratégie, c'est-à-dire que le personnage que vous jouez, c'est pas juste vous contenter de faire des enfants, faire des héritiers, machin et tout, c'est que vous pouvez faire, c'est évidemment quelque chose qui est basé sur la guerre, vous pouvez prendre toutes sortes de lieux, et en soi, le but en fait dans ce jeu, c'est que vraiment le but final, c'est en soi, vous pouvez vous arrêter uniquement quand votre dynastie elle a conquéri tout le monde entier. Donc il faut savoir aussi que c'est un mode en développement, c'est-à-dire que vous voyez à la fin, le but c'est de remplir toute la carte et vous pourrez jouer n'importe où, à Essos, à Sartorios, jusqu'à Ashai, absolument n'importe où, Valyria et compagnie. Et donc voilà, je pensais que c'était important de donner un peu cet aspect très spontané à l'analyse pour essayer vraiment de donner goût aux gens. Il y a énormément de choses évidemment auxquelles j'ai pas le temps de parler, mais qui sont évidemment très intéressantes. Et je pense que c'est aussi important de garder cette espèce de mystique pour donner envie aux gens de jouer, pour ne pas tout spoiler. Par exemple, la rébellion de Robert, il y a énormément d'événements qui peuvent se passer, autant alternatifs que liés au lore, et qui peuvent changer complètement une partie. Donc voilà, je pense que c'était quelque chose que je devais montrer. De toute façon, c'était une présentation que je devais faire avant de me lancer dans les vidéos qui seront liées principalement à la mise à jour qui rajoutera les dragons. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire particulièrement si vous qui n'avez jamais entendu parler du mode ou qui n'avez jamais entendu parler du jeu, si c'est un truc qui pourrait vous intéresser. Je compte en faire un peu sur la chaîne. J'avais déjà fait une vidéo dessus à l'époque, mais j'attendais d'avoir un peu plus d'abonnés pour continuer à essayer de me lancer dans des let's play, des trucs comme ça, parce que il y a énormément de choses que vous pouvez faire en termes de roleplay. C'est-à-dire que par exemple, si vous prenez la date de départ où il y a Eris 2 en fait, vous pouvez créer une dynastie notamment parce qu'il y a beaucoup de sub-modes qui rajoutent notamment des maisons valériennes customisées. Vous pouvez par exemple jouer le bâtard par exemple de Eris 2, un bâtard caché et secret d'Eris 2, et essayer de prendre le trône ou juste de le servir, ou d'essayer de prendre les terres de l'orage, enfin les terres de l'ouest pardon, parce que évidemment si ce serait un bâtard d'Eris 2 il aurait sûrement été avec Johanna Lannister. Vous aurez aussi des revendications sur Castral Rock, Port-Lanis, etc. Donc vous voyez, il y a énormément de choses qu'on peut faire. Vous pouvez choisir d'être indépendant, prendre un seigneur du Nord, essayer d'être roi du Nord, ou même roi du Val, ou vous pouvez aussi choisir de dissoudre le trône de fer, c'est-à-dire que tous les royaumes redeviennent indépendants. Vous pouvez choisir de jouer au nord du mur, vous pouvez choisir de jouer à Essos, essayer d'être un marchand. Le gameplay pirate est extrêmement intéressant aussi parce qu'il est très unique et c'est très original. C'est une partie qu'on voit pas de l'univers Game of Thrones. Donc voilà, j'espère que ça aura pu vous donner envie et vous donner vraiment une idée de quel est vraiment l'objet de ce mode. Et si c'est du contenu que vous voulez voir sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Je précise au cas où que cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée, le mode est gratuit. Et je le présente à moitié par passion et à moitié pour essayer justement de le faire connaître à beaucoup plus de gens. Et sur ce, je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on peut faire le tour aujourd'hui. Donc je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, peace!